D'abord, on va se poser cette question. Comment travaillent les espions de Poutine? Insider, qui est un média britannique, a reconstitué très minutieusement le parcours d'une légende russe. On connaît le terme depuis le bureau des légendes. L'enquête porte en fait sur 3 hommes. Jade Partouche, vous avez lu cette très longue enquête, très documentée, qui nous laisse suivre, en effet, un homme qui est le roi de l'infiltration. Effectivement, en fait, cette enquête révèle l'identité de 3 hommes, pour être exact, 3 espions infiltrés au plus proche de ceux que Poutine déteste, à savoir ses opposants. Et en l'occurrence, on parle de défenseurs des droits de l'homme en Russie. Ces 3 hommes, ce sont eux, vous allez les voir, Ivan Zikarev, Maxime Rodionov et Konstantin Medvedev. Les 3 sont issus d'une unité très spéciale du GRU, qui sont donc les services de renseignement russes. Leur spécialité à ces hommes, le sabotage et l'assassinat. Et pour arriver à leur fin, et c'est là que leur profil est intéressant, ils se sont infiltrés pendant des années dans des cercles très fermés de militants. Ils ont voyagé aux 4 coins du monde. Exemple avec le premier, justement, Ivan Zikarev. Il a rejoint l'unité en 2009, voyagé pendant plusieurs années aux Pays-Bas, en Allemagne, en Géorgie, en France également. Alors officiellement, sa mission débute en 2017 quand il intègre l'école des droits de l'homme de Moscou au centre Sakharov, qui était le dernier pilier encore existant en Russie pour la défense des droits humains et qui a été dissous justement en août dernier. On le voit sur cette photo, je vous ai cerclé son visage en rouge. Cette photo a été prise en 2017. Officiellement, pour les membres de cette école, Sakharev est géologue spécialisé dans le forage de puits, un géologue qui consacre tout son temps libre à militer pour défendre les droits humains en Russie. Ces gens parlent d'ailleurs de lui comme du bénévole le plus actif, qui ne refuse jamais rien, qui participe à toutes les réunions, une immersion telle qu'il avait accès à ce moment-là à toutes les données d'inscription des élèves de cette école, à toutes les informations relatives au financement de l'école. Il est inscrit dans plusieurs groupes ouvertement anti-Poutine. Il participe à quasi tous les forums Russie libre en Lituanie qu'il faut voir. Hein. Ça, c'est justement une photo prise au moment de ce forum. Ces forums, c'est un peu la réunion au sommet de tous les opposants anti-Poutine. Les yeux et les oreilles de Poutine traînent donc dans ce genre de forum, et ce pendant plusieurs années, jusqu'en 2021 où il disparaît totalement des radars, probablement mis hors service par le GRU lui-même. Les 4 ans donc, il passe donc 4 ans à récolter des informations précieuses sur l'identité de ceux qui s'opposent secrètement au pouvoir. Et dans la même lignée, eh bien, ces 2 autres hommes, Maxime Rodionov et Konstantin Medvedev. Le premier se fait passer pour un réalisateur de documentaires, cofondateur de studios de production. Il va jusqu'à intégrer la Guilde, qui est une association qui œuvre pour la paix et la liberté à travers le monde, une couverture qui lui sert de prétexte en fait pour organiser des événements où il invite des délégations internationales. Le deuxième, officiellement correspondant à l'étranger pour un magazine qui sert en fait surtout de couverture à la GRU. Les missions de Medvedev sont un petit peu plus floues, son salaire l'est beaucoup moins. En 2021, il aurait perçu du gouvernement russe pas moins de 45 millions de roubles, soit à peu près un demi-million d'euros. Wow, ça rapporte. Ça rapporte. Est-ce qu'on en sait plus sur l'unité en question? On en sait plus en fait parce que cette unité a déjà fait parler d'elle. Je vous l'ai dit au début de cette chronique, c'est une unité qui forme des tueurs. Les empoisonneurs de Skripal par exemple, de Sergueï Skripal et de sa fille en 2018, eh bien ce sont eux. À leur actif également, la tentative d'empoisonnement au Novichok d'Emilian Gebrev, qui est le patron d'une entreprise d'armement bulgare. Ça c'était en avril 2015 et il est depuis resté dans les radars des services russes. Ou encore cette tentative de coup d'État au Monténégro le 16 octobre 2016 pour empêcher justement à ce moment-là l'adhésion du Monténégro à l'OTAN. Cette unité, et j'en termine par là, c'est très intéressant, a même tenté d'infiltrer la France, c'est une information du Monde. Une demande de visa pour Lulia Chimanovic a été refusée par les services de renseignement français à l'été 2022. Et pour cause, cette femme n'était autre que la compagne d'Alexander Koulagin, qui était membre de cette fameuse unité et impliqué par exemple dans ce fameux coup d'État au Monténégro. Pourquoi la France? Eh bien parce que le fief de cette unité était justement situé en Haute-Savoie, tout proche de la frontière avec Genève et donc tout proche de cet aéroport de Suisse qui permettait à cette époque-là aux membres du GRU de passer sous les radars. C'est assez fascinant, évidemment, comme à chaque fois qu'on relate et qu'on parcourt des parcours d'espions comme cela. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, colonel Goya, dans la façon dont ces hommes s'infiltrent, où il y a une forme d'universalité d'une légende? Alors juste un détail sur la base en Haute-Savoie, c'était l'époque où, par exemple, quelqu'un qui s'appelle le patriarche Kirill se trouvait également en Suisse. Il sévissait et travaillait en Suisse, et un jour, il était dans une voiture, il y a eu un accident de voiture où il se trouvait, et
à l'intérieur se trouvaient également des agents du GRU, au même moment, qui venaient de... C'était à quelle époque? C'était je sais plus, c'était 2017-2018. Ah, assez récemment. Oui, non. Il était là. Oui, il était dans cette région. C'était l'époque où, d'ailleurs, l'unité 29-155 était dirigée par le général Averianov, jusqu'en 2019. Et Averianov, on l'a retrouvé très récemment, au moment du coup d'État de Prigojine, et on le soupçonne d'ailleurs lui-même, parmi toutes les actions du 29-155, l'assassinat de Prigojine, la destruction de l'avion, c'est peut-être également un coup. D'accord, il est resté fidèle à Poutine. Ah oui, bien sûr. Il est dans tous les mauvais c'était coups de présenté Poutine. comme un successeur possible de la direction, à la tête de Wagner, Afrique notamment. Donc c'est une unité, on va dire, top niveau. C'est qui est une unité qui est chargée des missions, des opérations clandestines. Alors c'est un peu l'équivalent du service action chez nous. Donc c'est l'utilisation de la force. Il n'y a pas que ça, c'est le GRU. Il y a d'autres services évidemment, le FSB, mais c'est plutôt affaires intérieures et proches, on va dire. Il y a le SVR qui a également ses propres unités. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que le GRU, donc c'est le service de l'armée, service de renseignement de l'armée, normalement ne s'occupe que de choses de renseignement militaire, cherche plutôt à avoir des renseignements sur les forces armées adverses, etc., ou s'occupe d'opérations clandestines. On parlait des sabotages, notamment en Bulgarie. Juste avant la guerre, l'invasion de l'Ukraine en 2022, il y a eu aussi de mystérieux sabotages, à nouveau en Bulgarie et dans certains pays de l'Est, dans des dépôts de munitions, d'obus par exemple. Il y a énormément d'obus qui ont été détruits avant le début de la guerre. On en voit d'ailleurs un peu les conséquences maintenant par cette unité. Donc ce qui me surprend... Mais là, Sikarev, il fait de l'infiltration, on va dire pacifique, il fait du renseignement. Il ne va pas tuer des cibles. Non. Alors il peut. C'est étonnant. Au moment où on peut l'actionner, on lui dit tiens, maintenant, ok, c'est une sorte dormeur. Enfin si. Un petit peu. Il fait quand même du renseignement, et puis à un moment donné, on peut lui envoyer un message, il dit tu vas flinguer, exactement. Tu vas faire ça et ça. Il identifie d'éventuelles cibles. Mais dans le récit que vous nous avez fait, il n'est pas passé à l'action, on ne lui a pas donné l'ordre d'éliminer un militant droit de l'homiste gênant pour le régime. Mais alors si je comprends bien, ce sont des Russes qui infiltrent des Russes. Oui, tout à fait. Oui. C'est pas une démission. Des ennemis du régime, des ennemis intérieurs. Clairement, mais ça peut être. Mais c'est pas L'immense majorité du boulot, c'est quand même de faire du renseignement militaire. C'est-à-dire d'approcher des gens proches, par exemple, du ministère des Armées en France, ou etc. Moi, j'ai été ce qu'on appelle tamponné par l'officier du GRU qui était à l'ambassade, c'est-à-dire, ils ont pris contact avec moi, on va discuter, on va prendre le thé, ça vous dirait pas de faire un petit voyage. Vous étiez où, à Paris ? Oui, j'étais à Paris, à ce moment-là. Et on a pris contact avec vous ? Oui, l'ambassade. Vous avez compris tout de suite que c'était un tamponnage ? Oui, évidemment. Vous êtes reçu par un capitaine de vaisseau de l'ambassade russe. C'est les épaulettes qui vous ont alerté. Non, mais bien sûr. Mais alors, l'idée, c'était relativement ouvert, en l'occurrence. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu, de trouver quelqu'un qui va fournir un peu, malgré lui, du renseignement, ou qui va servir un peu d'agent d'influence, un peu malgré lui. C'est pas de l'infiltration pure et dure. Mais voilà, non, ce que je veux dire, c'est que normalement... Mais pardon, juste par curiosité, pardonnez-moi. Mais du coup, vous avez signalé vos interlocuteurs à la DGSE ? Comment ça se passe ? Comment dire ? D'abord, ce serait plutôt la DGSI. DGSI, d'accord, merci. Qui, en fait, m'a appelé dans la foulée. Tout ça, tout le monde voit. En me disant, tiens, on sait que vous avez eu des contacts avec l'ambassade. Est-ce qu'on peut en parler ? Voilà. Vous ne vous sentez pas surveiller, vous, hein ? Pas du tout. Enfin voilà, bon, ça c'est un détail, c'est un épiphénomène. Mais ce que je veux dire, c'est que la mission première du GRU, c'est le renseignement militaire. Sinon, le reste, c'est le SVR, en particulier pour les missions à l'étranger, etc. C'est là où c'est assez préoccupant, préoccupant et le mot est faible, c'est de voir effectivement qu'il y a une énorme confusion des genres entre les missions pour lesquelles sont assignés ces services de renseignement. J'imagine qu'il y a encore 30 ans, ou peut-être même avant la chute du mur, les rôles de chacun étaient 100 fois mieux répartis qu'aujourd'hui. Là, ce qui est fou, c'est de voir... Ces services, SVR, GRU, FSB, se détestent prodigieusement, mutuellement, essaient d'empiéter sur les plates-bandes des uns et des autres. Le travail d'infiltration en Russie, sur le sol russe, d'organisations russes,
que le régime considère comme des adversaires, c'est théoriquement le rôle exclusif du FSB. Le rôle d'infiltration à l'extérieur, par exemple en Europe ou en France, c'est plutôt des agents du SVR qui sont soit sous couverture, soit carrément, comme Michel vient de le dire, des tentatives d'approche, de tamponnage par des gens qui ont un statut diplomatique et qui font leur travail, j'allais dire, de façon normale. Mais on ne verrait pas, j'imagine, en France ou même aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs, des agents d'un service de renseignement militaire faire ce genre de travail. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est très poutinien dans cette démarche-là, c'est effectivement d'instrumentaliser les services de renseignement qu'il connaît comme sa poche pour pouvoir leur assigner des missions qui ne sont pas les missions propres de ces services-là tels qu'ils ont été assignés dans les textes. Le but, c'est Ce qui est intéressant aussi, ce serait de savoir pourquoi The Insider, je ne connais pas ce média, pourquoi sort l'affaire. Pourquoi on livre donc les identités des 3 espions? Parce que traditionnellement, je crois, dans les services secrets, quand on identifie un espion, on préfère ne pas révéler qu'on l'a identifié pour pouvoir le suivre et l'espionner. Donc s'ils ont décidé de révéler l'identité de ces 3 espions, c'est qu'il y a probablement quelque chose derrière. Ce qui peut être quoi? Ah, je sais pas. Un lâchage non, du peut-être Kremlin, que non. Ils ont été... Peut-être qu'ils étaient cramés depuis longtemps. J'en sais rien. Je connais pas les dessous de la révélation. Mais en général, un espion qui est identifié, vous ne lui faites pas savoir qu'il est identifié. Oui, bien sûr. Ouais. Vous ne le mettez pas dans les journaux. Ah, non. C'est un média britannique, un média en ligne qui publie des dizaines et dizaines d'enquêtes sur lesquelles on s'arrête régulièrement parce qu'elles sont extraordinairement... Il y a beaucoup de comptes à régler. Et qu'il y a beaucoup de comptes à régler. Qui ont beaucoup de comptes à régler. Et qui sont peut-être alimentés par les services britanniques. Ah, ça ne peut pas être autrement. Ouais, si vous identifiez cet espion et si vous le balancez comme ça, ils vont en mettre un autre et vous aurez tout le travail à refaire derrière. Alors qu'il vaut mieux suivre celui que vous avez identifié sans le révéler. Pour Ivan Zikarev, a priori, il aurait été, sa couverture aurait été, il aurait été cramé. La France, aurait grillé sa couverture et c'est la raison pour laquelle il aurait été débranché par le GRU. Il a déjà été débranché. Donc, ce sont des hommes qui ne sont plus en active. À votre avis, en ce qui concerne le renseignement, où ils sont forcément. Oui, là, c'est terminé. Ou alors il faut qu'ils fassent de la chirurgie esthétique ou je sais pas quoi. Mais quand vous êtes identifié et que vous êtes un espion, par définition, c'est la fin de votre carrière. Ce que je voulais ajouter quand même, c'est que tous les grands pays ont des services de renseignement de cet acabit, c'est-à-dire qu'infiltrer des mouvements qui vous sont hostiles, essayer de savoir ce que font les armées des autres pays, etc., c'est même leur rôle, c'est leur but. Alors évidemment, après, aller éliminer des opposants, bien sûr, dans les démocraties... Dieu soit loué, ça ne se fait pas. Enfin, des opposants qui ne sont pas un danger pour votre propre pays. Alors, ce ne sont pas les services militaires, ce sont d'autres services de police, par exemple, qui infiltrent à l'intérieur du pays, qui dirigent l'opération. Mais tous les grands pays ont ce genre de services à leur disposition. Heureusement, d'ailleurs, dans le monde dans lequel nous sommes. Et alors, c'est vraiment un danger de mort si on n'a pas des services de renseignement efficaces. Le Constantin Medvedev, vous nous disiez, Jade, qu'il aurait touché 45 millions de roubles. Ça correspond à un demi-million d'euros à peu près. 460 000 euros à peu près. Oui, autour de 500 000. On ne sait pas sur quelle période un salaire. C'est sur une année. 2021, en 2021. C'est pas mal. On vous a proposé de l'argent, colonel? Non, mais malheureusement, non. Mais c'est frais de fonctionnement. Oui, c'est ça. Ça vous surprend ou pas cette somme? C'est ça ma question. Oui, c'est beaucoup, effectivement. C'est beaucoup quand même. Je pense qu'il doit lui-même recruter des gens. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est pas sur l'argent pour lui. C'est une somme qui est destinée un peu à payer des gens comme vous éventuellement si vous aviez dit oui, à rémunérer. Oui, c'est à entretenir un réseau. La rémunération, c'est éventuellement à recruter des tueurs. Les plus courantes pour trahir. L'idéologie, le sexe, l'argent. Voilà. On joue toujours sur les mêmes ressorts. Les mêmes ressorts, exactement. Ou la compromission. Oui, voilà. Le fameux compromat. Le fameux compromat.